Alors, il est important de reconnaître les compétences et la VAE, validation des acquis de l'expérience, est un excellent moyen pour les identifier et capitaliser. Pourtant, cette modalité de certification est encore trop peu utilisée dans le sport, alors qu'elle présente un enjeu d'insertion et de reconversion professionnelle pour les bénévoles, les sportifs de niveau et les professionnels, tous les professionnels déjà employés dans le sport. Pour échanger sur l'opportunité que représente la VAE dans le cadre de l'insertion et de la reconversion professionnelle, j'invite Cécile Bertrand, Stéphane Rémy et Olivier Gérard. Stéphane Rémy, sous-directeur des politiques de formation et de contrôle DGEFP, Cécile Bertrand, chef du pôle CPF à la DGEFP, et Olivier Gérard, chef du projet REVA chez beta.gouv.fr et préfigurateur du futur service public de la VAE. VAE, réforme de la VAE, création d'un service public. Stéphane Rémy, pourquoi ce sujet de la reconnaissance des compétences ? Bien, bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci au ministère des Sports, des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de nous avoir invités à participer à ce Grenelle de l'emploi et des métiers du sport. On a un sujet qui s'est installé dans notre environnement à tous, qui est cette question de la compétence, à travers notamment, ça a été rappelé tout à l'heure par Thierry Tebout, sur la loi du 5 septembre 2018, vous la connaissez, Liberté pour choisir son avenir professionnel, qui est une loi qui a profondément réformé notre système de formation, l'apprentissage, mais d'une manière générale la formation professionnelle. Et le titre premier de cette loi, c'est bien de contribuer à créer cette société des compétences. On la retrouve dans les opérateurs de compétences, on le retrouve chez France Compétences, dans les blocs de compétences, dans le passeport compétences sur lequel Cécile reviendra dans quelques minutes. Donc cette notion, elle est en train d'irriguer, de se diffuser partout dans nos environnements professionnels et avec une réalité du marché du travail qui est celle que vous connaissez, avec des difficultés de recrutement, des pénuries de main-d'œuvre qui sont très présentes dans la plupart des secteurs économiques et dans l'ensemble des filières. C'est une réalité. La question qui est intéressante à travers cet atelier, c'est la reconnaissance des compétences. Et là, on a effectivement une voie originale qui est la voie de la validation des acquis de l'expérience, qui a été elle-même réformée à travers la loi marché du travail de décembre 2022, avec des aspects sur lesquels Olivier Gérard reviendra plus précisément, parce qu'il y a une double ambition. Il y a à la fois l'enjeu de refonder ce dispositif de la validation des acquis et de l'expérience, qui d'ailleurs avait elle-même remplacé, pour ceux qui sont plus anciens, la validation des acquis professionnels. Alors, un peu tous les 20 ans, on remet un petit peu les cartes sur table, mais là, c'était particulièrement important, je crois, de refonder un petit peu cette voie originale de l'accès à la certification professionnelle. Parce qu'avec la loi du 5 septembre, s'est imposée aussi la question de l'ingénierie de la certification professionnelle. On a beaucoup parlé ces dernières années de formation, d'ingénierie de formation, mais ce couple de l'ingénierie de formation et de l'ingénierie de certification est quelque chose qui est encore en devenir. Beaucoup de travaux ont été accomplis, notamment par France Compétences, à travers le renouvellement des certifications, que ce soit RS, répertoire spécifique, ou bien évidemment au répertoire national des certifications professionnelles. Ce n'est qu'une dimension, hein. On parlait tout à l'heure des CQP, il y a encore cette notion de qualification qui est aussi intéressante, mais l'idée c'est quoi? C'est de sanctionner, de mesurer l'acquisition d'une compétence, la mesure d'un apprentissage. On parle aussi de plus en plus de badgeage, de micro-certification. Ça, ce sont des notions qui sont en train d'émerger au niveau européen. La France est assez active sur ces sujets-là parce qu'elle peut permettre de capter de manière progressive cet essor des compétences. Donc la VAE est un bon outil, elle est inscrite à travers les articles 10 et 11 de la loi marché du travail, à la fois sur un plan structurel avec la mise en place d'un service public, je ne vais pas dévoiler les choses parce que Olivier va préciser tout cela, mais aussi une expérimentation qui est également engagée en parallèle, c'est-à-dire on continue d'œuvrer, d'avancer, on apprend en marchant, et ça c'est intéressant parce que c'est aussi le gage de quelque chose qui se nourrit de l'expérience pour le coup des praticiens, et c'est aussi je pense que gage d'efficacité derrière si on veut que ce système décolle enfin, parce que l'ambition elle est très forte, hein, c'est d'avoir à la fin du quinquennat 100 000 parcours de VAE, il faut qu'on s'en donne les moyens, donc on met les choses dans l'ordre, les fondations,
mais on y croit et Olivier y contribue. Mais on a aussi la question de la portabilité de ces compétences. Quand je parle de reconnaissance, c'est aussi comment on les trace, comment elles sont portées, comment elles ont une utilité sur le marché du travail. Ça, c'est l'enjeu du passeport compétences sur lequel reviendra Cécile. Je ne vais pas être trop long parce que si on veut respecter un peu le timing. Tout à fait. Mais voilà un petit peu les enjeux qui se poursuivent. Donc voilà, il y a la compétence, mais c'est aussi la question de la reconnaissance de ces compétences que l'on cherche à construire désormais. Cécile, un mot sur le passeport ? Oui, tout à fait. Bonjour à tous et merci beaucoup pour de nous laisser cette présentation donc, du passeport compétences au sein de ce Grenelle. Donc, je vais vous introduire cette notion de passeport de compétences qui permet de valoriser et de mobiliser toutes les compétences qu'une personne aura acquis au long de sa vie active. Et ce passeport vous sera présenté plus particulièrement et plus en détail par nos correspondants de la Caisse des dépôts et consignation. La réflexion autour d'un passeport de compétences qui permettrait de centraliser toutes les formations et également tous les acquis de la vie professionnelle d'une personne est née à l'initiative des partenaires sociaux grâce à l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, donc il y a plus de 20 ans, qui faisait déjà état du fait que les salariés devaient avoir accès tout au long de leur vie professionnelle à de la formation continue, mais qu'également un passeport de formation, c'était le premier terme, devait centraliser toutes ces formations pour qu'il y ait un suivi et pour que la personne puisse savoir quelle autre formation elle pourrait bénéficier. Le passeport tel que l'on le connaît de compétences actuellement, d'orientation, de formation et de compétences, a été introduit dans le Code du travail par la loi de 2014 qui a aussi placé le compte personnel de formation, donc le CPF, dans sa première version, celle en heures, qui permettait déjà aux salariés de pouvoir accéder à certaines formations qualifiantes. Donc ce dispositif, comme il est lié au CPF, a une gestion qui a été confiée par l'État à la Caisse des dépôts et consignations, et la loi du 5 septembre 2018, qui pour la liberté de choisir son avenir professionnel, a réaffirmé ce dispositif et cette notion de centralisation des compétences autour d'un même outil. Et cette loi a également permis que cet outil prenne vie parce que les organismes certificateurs, ceux qui délivrent la certification à l'issue de la formation, ont maintenant obligation de transmettre à la Caisse des dépôts et consignations les informations relatives aux individus qui ont réussi la certification. Et cette transmission permet l'alimentation du passeport, et c'est vraiment cette loi qui a permis d'outiller ce passeport de compétences et de faire en sorte que depuis le 1er juillet 2021, l'information sur la réussite des certifications peut être transmise à la Caisse des dépôts et consignations, qui pour le coup a mis en place un portail dédié pour que les organismes certificateurs puissent transmettre ces certifications de manière simple, avec quelles données sont attendues, quelles données ne sont pas obligatoires mais peuvent être transmises, et surtout une uniformisation de la transmission de la donnée pour qu'elle puisse être ingérée par le système d'information et reprise dans les passeports ensuite. Ce passeport de compétences, comme la Caisse vous le présentera dans quelques minutes, a vu le jour, puisqu'il est ouvert officiellement depuis le 30 mai 2023. Et il y a plus de 27 millions de passeports qui sont déjà alimentés et plus de 500 passeports là, qui ont été activés depuis la mise en place de ce dispositif. Donc ce passeport permet vraiment de donner une autre dimension et ce n'est pas qu'un outil d'édition du CV, ça permet de sécuriser ce document vis-à-vis d'un employeur ou d'un futur employeur, parce que le fait qu'un tiers de confiance, qui est le certificateur, qui est celui qui est à la source de l'obtention de la certification, va donner cette information à la Caisse des dépôts, et cette information sera une donnée garantie. Ce ne sera pas une donnée déclarée par la personne, donc elle est valorisable auprès de ses futurs employeurs. Et ce passeport va également permettre de valoriser les compétences avec des outils qui sont déjà développés, et dont celui qui va vous être présenté par Diagoriante. Et
cela permettra également de concentrer toutes les informations nécessaires pour un accompagnement CEP, dans le but aussi d'une reconversion ou dans le but d'une VAE. Olivier, vous avez travaillé comment sur ces sujets? Comment avez-vous travaillé sur ces sujets? Alors, on a travaillé, bonjour à toutes et à tous d'ailleurs, merci pour ces propos introductifs. Effectivement, la réforme de la VAE que je vais un peu vous présenter, elle s'est inscrite en mode un peu itératif. C'est-à-dire que globalement, nous avons commencé à regarder quels étaient les différents dysfonctionnements de la VAE à partir des différents rapports qui avaient été créés, qui avaient été émis par l'IGAS, le rapport Ivoire, etc. Et de dire qu'est-ce qui fait que la VAE ne fonctionne pas en France. Et donc, on a regardé ce qu'on appelle chez Betagouv les irritants. Et donc, on a décidé de regarder, d'investiguer tous les dysfonctionnements qui existaient et que tous les acteurs avaient notés de manière un peu académique ou non d'ailleurs sur le processus de VAE. Et donc, on a décidé avec le ministère du Travail de la DGFP de réfléchir en mode agile, en remettant non pas l'écosystème au cœur du sujet, mais l'acteur, c'est-à-dire le salarié, le demandeur d'emploi, l'individu. Et donc, c'est une réforme qui est centrée usager. Et c'est pour nous extrêmement important, puisque globalement, la VAE est entourée de tellement de partenaires que l'usager devait chercher dans tous les dispositifs, dans tous les sites, dans tous les ministères, dans tous les certificateurs, son parcours VAE. Et donc, on a fait ce qu'on appelle une phase d'expérimentation en mode, je dirais, un peu de laboratoire, en accompagnant 150 candidats dans un parcours simplifié. Et qu'est-ce qu'on a regardé? C'est les différentes étapes de blocage. L'étape de recevabilité très administrative, où on avait un taux d'abandon extrêmement important, c'est-à-dire tout le formulaire fameux CERFA et les pièces justificatives. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a de la valeur? Et nous sommes repartis pour se dire, en fait, quand on accueille ou quand on évalue les compétences de quelqu'un qui n'a pas de papier, qui est migrant, qui arrive en France, comment on fait pour valoriser ses compétences? Et de se dire, est-ce que le CERFA a tant de valeur que ça pour l'usager? À quoi il sert pour l'usager? Si on enlève le CERFA, comment on le remplace? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à remettre l'accompagnement, non pas après la recevabilité, mais en amont de la recevabilité, c'est-à-dire d'aider le candidat à choisir la bonne certification, dans le maquis, entre guillemets, des certifications, comment elles sont positionnées sur les champs conventionnels, comment elles sont positionnées dans les secteurs d'activité, et de pouvoir aider le candidat à faire un travail d'anamnèse, c'est-à-dire de taux de recouvrement entre la compétence exercée, l'expérience professionnelle et le référentiel d'activité. Enfin, de se dire, est-ce que tous les candidats ont vraiment besoin du même parcours, des mêmes modalités d'accompagnement? Est-ce qu'on ne peut pas moduler le parcours d'accompagnement, voire même le compléter, le renforcer avec des actes formatifs complémentaires, puisque il y a des fois des actes de formation courts nécessaires à l'obtention d'une certification qui faisaient qu'on changeait de statut. Et donc, on passait d'un statut d'accompagnement à un statut de stagiaire professionnel et on avait donc une rupture. Et donc, nous avons commencé à construire un parcours un peu type en imaginant plus comment on pourrait faciliter l'accès au jury. Comment on peut faire un peu mieux sur des délais d'organisation des jurys. Et donc, nous avons fait une première expérimentation qui a été évaluée, puis une deuxième phase qui a été d'accélération, qui se termine au 30 juin, où là, nous sommes sortis du mode laboratoire, mais nous sommes partis avec 3000 candidats sur les métiers du care, de la santé, du soin et des services à la personne. Et nous sommes en train de finir, entre guillemets, cette première phase d'accélération pour arriver dans la quatrième phase, qui est celle du transfert et du déploiement, qui va arriver au 1er juillet, dans lequel le monde du sport va arriver. Où on en est un petit peu sur les premiers résultats au 22 mai, nous avons des parcours, dans les premiers chiffres que nous avons, qui durent entre 6 et 8 mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un dossier de recevabilité prononcé en moins de 15 jours par le certificateur, le candidat qui rentre dans la plateforme est accompagné dans les 48 heures qui fait le dépôt de sa candidature, et nous arrivons à des parcours entre 6 et 8 mois. C'est-à-dire que nous avons enlevé toutes les scories administratives sans dénaturer la place et le rôle du certificateur sur la recevabilité, bien sûr, et le rôle du certificateur dans l'attribution du diplôme. Nous avons 2500 candidatures à peu près qui sont en cours, et ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le taux d'abandon, 9%. C'est-à-dire que nous sommes passés de 65% d'abandon dans le dispositif actuel
à 9%, c'est-à-dire que globalement, nous avons sécurisé, nous avons fait un parcours, entre guillemets, sans couture. Je vais revenir un petit peu sur le texte de loi qui a été voté par le Parlement et qui va faire l'objet d'un décret d'application qui devrait sortir dans l'été, parce que ce texte et ces décrets s'inspirent bien évidemment de l'évaluation, de la mesure d'impact que nous avons eue pendant REVA 1 et pendant REVA 2. Le service public, je n'y reviens pas, ça a eu pour conséquence quand même une centralisation des données de la VAE afin de faciliter le suivi et le pilotage du dispositif, puisqu'effectivement, aujourd'hui, nous avions beaucoup de mal à avoir de la donnée collective, commune, partagée, fiable, puisqu'elle était conçue à partir du fameux CERFA, qui n'était pas toujours bien rempli et pas rempli par tout le monde. Point important dans ce volet modernisation, c'est la certification partielle, la notion de bloc de compétences, ce qui est acquis, ce qui veut dire qu'on rentre dans une logique de construction d'un parcours et non plus d'une VAE sanction. Ce qui veut dire que le candidat, dès le démarrage, va pouvoir choisir de certifier ou de valider un bloc ou deux blocs, repartir dans sa vie professionnelle ou repartir en formation continue, mais on est bien dans une logique de création de parcours comme on l'a évoqué ce matin. Sur le volet simplification, l'étape de recevabilité est vraiment foncièrement simplifiée, en harmonisant aussi les règles de financement, puisque là encore, c'était un vrai problème, un vrai frein à l'accès à la VAE, c'était les lignes de financement qui n'étaient pas homogènes et qui étaient portées en fonction des cofinanceurs et des financeurs, que vous soyez salariés, demandeurs d'emploi de telle région, personne n'accepte de financer de la même manière le parcours. Le ministère du Travail a souhaité qu'il y ait un financement unique avec des règles d'harmonisation sur le financement pour que tous nos concitoyens puissent avoir un droit, un nouveau droit, d'où la notion de service public à la reconversion et à la validation de ces acquis d'expérience. Et enfin, dans la sécurisation, le texte le plus important, c'est l'individualisation de l'accompagnement avec une création d'une nouvelle fonction d'architecte accompagnateur de parcours. Vous voyez bien que la notion d'architecte veut dire qu'on va dessiner, construire le parcours de développement, le parcours d'accompagnement personnalisé du candidat, une augmentation bien évidemment du durée d'absence autorisée du congé VAE, et enfin, notre gros chantier, c'est la mobilisation des jurys, plus simple, plus fréquente, pour que les candidats puissent avoir un jury dans les 2 ou 3 mois qui suivent le dépôt de dossier, et non pas 6 à 8 mois, comme c'est le cas dans un certain nombre de ministères aujourd'hui. Alors, sur le sport, comme on le fait de manière itérative depuis le début, c'est-à-dire qu'on teste, on regarde, et cette phase de préfiguration qui va démarrer le 1er juillet et qui va se terminer au 31 décembre avant l'ouverture officielle du portail de service public, nous avons travaillé avec votre ministère et avec une branche professionnelle pour dire quels sont les titres et les diplômes que nous mettons en visibilité tout de suite au 1er juillet pour les tester, pour voir comment ça fonctionne, puisque nous allons outre intégrer la filière du sport, la filière de la métallurgie et la filière et la branche de la grande distribution et bien évidemment les métiers du care et du soin. Donc il y aura 200 certifications qui vont être mises en visibilité au 1er juillet sur le futur portail de service public. Et donc nous avons choisi avec votre ministère un certain nombre de diplômes, le CQP d'animateur de loisirs sportifs, les 4 BPGEPS, éducateurs sportifs avec les 4 options, le DEGEPS, perfectionnement du sportif football, et le DEGEPS, performance sportive rugby à 15. Ces certifications vont donc rentrer dans la plateforme et vont pouvoir bénéficier du nouveau dispositif à partir du 1er juillet. Et donc nous allons avoir, je crois, le 14 juin, une rencontre avec l'ensemble des représentants des certificateurs au niveau national et au niveau des territoires pour lancer le déploiement de la phase 1 du service public de la validation des acquis d'expérience. Merci beaucoup. Je vous propose d'accueillir Gladys Vidal, Abdou Fall et Pascal Chaumette. Monsieur Belos, pardon, si vous avez, on verra, des questions à la salle. Partez pas trop loin.
Alors, avec vous, Gladys Fall, responsable unité parcours usager et services innovants à la Caisse des dépôts, Abdou Fall, responsable adjoint gestion et valorisation des données à la Caisse des dépôts, et Pascal Chaumet, directeur Diagorient, start-up d'État de la DGEFP. On va commencer par vous, prenez un micro, vous l'avez déjà. Voilà, on va rentrer dans ce que c'est que ce passeport de compétences. Oui, bonjour à tous. En quelques mots, parce que Cécile Bertrand l'a très bien introduit, alors le passeport de compétences, qu'est-ce que c'est? Le passeport de compétences, déjà, ce sera un passeport du coup à la main de l'usager pour retrouver son parcours professionnel et reconnaître ses compétences professionnelles. Il va être accessible à tous, tous dès l'âge de 15 ans et tout au long du parcours professionnel. Le passeport, ça va être quoi? Je vais vous le faire très simple et en 3 grandes étapes. La première étape, ça va être comment, moi, usager, je vais identifier mes acquis à travers mon parcours professionnel. Mes acquis de mon parcours professionnel, ça va être quoi? Ça va être ma formation professionnelle, mes qualifications professionnelles, mais également ma carrière professionnelle. Le passeport va permettre de pouvoir préalimenter l'ensemble de ces informations, permettra également à l'ensemble des usagers de pouvoir les compléter à travers de l'éditorial, pour pouvoir ensuite les valoriser et pouvoir ensuite les garantir et en faire des données probantes. J'identifie mon parcours professionnel et mes acquis. Deuxième étape, comment derrière je traduis ces acquis en compétences professionnelles. Alors, pour traduire des acquis en compétences professionnelles, ça paraît très simple, on en parle beaucoup, mais pour un usager, ce n'est pas si évident. Donc, on va avoir plusieurs étapes. Comment je cartographie ces compétences professionnelles? Donc, comment, à travers mes acquis, je vais pouvoir identifier quelles sont les compétences que j'ai acquises, comment derrière je peux les identifier, les cartographier pour les valoriser dans le cadre d'une projection professionnelle, dans le cadre d'une évolution professionnelle, dans le cadre d'une réorientation professionnelle. Troisième étape, comment je me projette sur mon avenir professionnel à travers différents services qui seront proposés au sein du passeport de compétences. Premier service mis à disposition depuis le 30 mai, c'est le CV. Comment, à travers ces informations professionnelles, je suis en capacité de pouvoir identifier et valoriser mon parcours professionnel à travers un CV qui sera probant, qui sera garanti. Deuxième étape, comment je complète ces services, et ça va être le lien avec les présentations qui vont vous être faites notamment dans les travaux qu'on mène avec Diagorient. Comment derrière, j'aide, j'accompagne, je me projette sur de nouvelles opportunités professionnelles. Comment derrière, j'identifie des formations qui me permettront de pouvoir évoluer professionnellement ou me projeter sur un autre avenir professionnel. Quelles sont les formations qui me sont proposées? Comment derrière, j'identifie et je valorise mes compétences professionnelles. Nous passons à Diagorient avec Pascal. Comment valoriser donc ces compétences pour les sportifs bénévoles? Merci et bonjour à tous. Oui, je voudrais que vous vous mettiez à la place d'un bénévole sportif qui pratique l'entraînement foot depuis plusieurs années et qui doit faire ce travail de regarder dans le rétroviseur de sa vie pour aller explorer ses meilleures expériences, pour les mettre en avant et faire ce travail d'exploration des compétences. C'est un travail qui est complexe. Et Diagorient propose un parcours inductif qui part de l'expérience des individus. Alors dans Diagorient, il y a tout un tas d'expériences possibles. Il y a le monde professionnel, le monde de la vie quotidienne, des passions personnelles, mais également du militantisme, de service civique, et bien sûr tout ce qui est relatif aux sportifs de haut niveau ou bien aux bénévolats sportifs. Et l'idée, c'est qu'on pousse dans Diagorient des catégories qui sont déjà pré-renseignées, des activités qui sont déjà pré-renseignées, qui permettent aux personnes d'avoir comme ça un travail pré-mâché et qui leur donnent en fait des activités à la bonne maille des compétences pour être dans ce travail exploratoire, d'être en surplomb des expériences, parce que c'est vraiment compliqué en fait de faire ce travail d'analyse tout seul, en autonomie. On propose évidemment un accompagnement autour de cette exploration. Et dans cette guidance, vous avez comme livrable, comme résultat, eh bien, une carte de compétences qui est pré-renseignée. Ça peut être un CV compétences. Et libre à la personne d'aller mettre de manière saillante les compétences qu'elle a envie de mettre en avant en lien avec l'activité qu'elle a envie de mettre en avant. Et à partir de ce travail de cartographie de compétences, eh bien, on va tisser une ingénierie d'accompagnement avec dans le viseur soit des prérequis de certification ou des attendus en contexte professionnel.
Et on a tout un tas de modules qui permettent d'accompagner les personnes. Vous savez, quand on est en transition professionnelle, il y a des formes de fragilité. Les gens sont pétris de croyances limitantes. Ils se posent plein de questions. Ils ont des stéréotypes métiers. Et l'accompagnement de la personne permet de tacler tout ça, d'amener de la confiance dans les personnes pour qu'elles puissent se projeter. C'est absolument fondamental. On peut avoir des dispositifs de l'attractivité des métiers, du financement de la formation. La décision se joue toujours à l'échelle singulière de l'individu, de la personne. Et si elle n'a pas de la confiance, elle ne se projette pas dans un avenir qui n'est pas encore écrit. Donc ça, l'accompagnement chez Diagorian, c'est quelque chose de fondamental. Ça se fait dans les modules de manière agile, en présentiel ou en distanciel. Et on va très très vite essayer d'engager des propositions, par exemple géolocalisées, car Diagorian en fait agrège des données qui viennent d'API d'autres startups d'État, de la mission apprentissage ou bien du JIP Inclusion avec immersion facile. Et on va pouvoir pousser des opportunités métiers. Par exemple, ce jeune qui veut explorer des possibilités dans le cadre de l'alternance en Seine-Saint-Denis, eh bien, autour de Saint-Denis, à 40 km de rayonnement, il a la possibilité d'explorer 140 opportunités de CFA qui apparaissent sur la carte, mais en même temps, il voit la possibilité d'entreprises qui peuvent le recruter en tant qu'alternant. Nous, on aime bien aussi que les personnes puissent tester un métier avec immersion facile avant de s'engager dans l'alternance. Donc, vous voyez, une solution d'intelligence numérique qui est bâtie autour d'une gigantesque base de données qui réunit formation, métier et compétences, mais qui n'oublie pas de faire du cousu humain pour les personnes afin qu'elles puissent construire des pistes d'orientation. Abdou, maintenant, comment est-ce qu'on peut se projeter en tant que sportif bénévole ou sportif de haut niveau? Alors, en tant que sportif de haut niveau ou bénévole, l'idée c'est d'avoir un outil simple qui puisse nous accompagner dans cette mesure de nos acquis et de pouvoir nous aider à nous projeter. Donc, pour pouvoir faire ça, grâce à toutes ces données collectées, donc nous sommes enrichis côté passeport de compétences de cet important travail qu'a mentionné Pascal, notamment sur tout ce travail d'accompagnement et de données en tant que bénévole et en tant que sportif de haut niveau, mais aussi de toutes les informations dont dispose déjà le passeport de compétences et qu'a rappelé Gladys, à savoir les diplômes, les formations que j'ai eu à faire moi en tant que bénévole, mais également tout au long de ma vie, toutes les formations que j'ai pu faire, mais également toutes les données que nous avons collectées en tant qu'expérience professionnelle. Ces données ont été donc agrégées, centralisées au sein du passeport de compétences pour pouvoir me faciliter du coup la tâche en tant que bénévole ou sportif. Et derrière, ça va me faciliter la vie à plusieurs niveaux. Premièrement, je pourrais faciliter mes démarches lorsque je suis en recherche d'emploi, lorsque je suis en situation de reconversion, lorsque je souhaite tout simplement échanger avec des personnes qui vont m'orienter dans ma recherche, que ce soit de l'emploi ou tout simplement pour faire le point de ma situation d'un point de vue compétences. On va également utiliser toute cette richesse d'informations pour pouvoir nourrir le dialogue ou avoir des échanges avec des employeurs du fait que ce sont des données qui sont dites garanties parce qu'elles viennent des différents employeurs qu'on a eus. Et donc, ça donne du sens à cet outil-là qui permet finalement de nous accompagner non seulement tout au long de notre vie, mais pour toutes ces démarches qu'on a mentionnées. Et enfin également, c'est un outil et tout ce travail qui est fait va nous permettre de les mobiliser et de pouvoir nous aider à nous projeter. Tout d'abord, tout à l'heure, je pense que c'était M. Gallo, il avait mentionné ce côté, il n'y a pas que l'emploi, mais il y a aussi cette notion de développer les compétences. Donc, le passeport de compétences va nous aider également à mobiliser toutes ces données pour pouvoir développer nos compétences, identifier finalement les formations, les certifications, ainsi que toutes les opportunités qui vont être en lien avec mon propre projet professionnel ou mes aspirations personnelles. Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour les applaudir. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants précédents ou pour ceux qui sont ici? Alors, on a une question du chat qui est pour Monsieur Gérard. Je vais vous passer le micro. Je vous la lis en même temps. Pourquoi n'y a-t-il pas d'exigence de durée d'expérience minimale? Alors,
Pourquoi il n'y a pas de durée minimale? Parce que c'était un vrai frein, c'est-à-dire qu'on estime qu'une expérience suffisante, c'est un travail de relation qui doit se faire entre l'architecte accompagnateur de parcours et le candidat. Et comme on a rajouté des actes formatifs complémentaires nécessaires à la sécurisation, c'était quand même dommage que de se dire c'était 1 an et 10 mois. C'est 10 mois ou 11 mois, je n'ai pas mon année, je ne suis pas recevable. C'est-à-dire qu'on ne change pas non plus le fait qu'une VAE reste une validation des acquis de l'expérience suffisante et nécessaire. Et puis enfin, si on a comme objectif de développer les blocs de certification et la certification partielle, ce n'était pas inintéressant d'enlever cette notion de durabilité qui était un coup près d'1 année. Cela étant, on voit aujourd'hui que sur tous les dossiers qui sont passés, donc dans les 2500 là, qui sont déjà passés dans l'expérimentation, on a eu un seul refus de recevabilité. Un seul. Ce qui veut dire que le certificateur a confiance de cette faisabilité et de considérer que le parcours est faisable. Voilà. Et que le niveau d'expérience est suffisant. Est-ce qu'il fallait mettre un coup près en année ou en mois ou en heure? Ce n'est pas le choix que nous avons retenu et l'expérimentation nous démontre que ce n'est pas forcément utile. Merci Olivier. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas de questions. Alors je vous propose d'illustrer justement concrètement l'intérêt de la VAE avec Sandra Levenel, sportive de haut niveau, et Jérôme Carreil, directeur technique national de la Fédération française de badminton et membre du groupe national VAE du ministère des Sports. Si vous voulez bien me rejoindre. Sandra, on va commencer par vous. Je vais demander de prendre un micro. Ancienne sportive de haut niveau, alors triathlète, duathlète, cycliste pro, et vous avez monté votre structure, et à l'arrêt de votre carrière de sportif de haut niveau, vous avez utilisé ce passeport de compétences. Pourquoi faire ? Pourquoi faire ce passeport de compétences? En fait, l'année dernière, en août 2022, je décide d'arrêter ma carrière de haut niveau. Donc, à partir de là, je me tourne vers le référent socio-professionnel de ma fédération, en l'occurrence la fédération de triathlon, et qui me dirige vers la MRP région Bretagne. Donc, à partir de là, je prends contact avec Sophie Brisson et qui me propose de travailler sur ce parcours de compétences. Parce que, pourquoi? Moi, mon projet professionnel, il est précis. Je veux entraîner. Donc, à partir de ça, on travaille sur les compétences et voilà, à l'issue de plusieurs rendez-vous, etc., avec Sophie, on a fait émerger un certain nombre de compétences. Et donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai utilisé celui-là. Qu'est-ce que ça vous a apporté? De la légitimité? En fait, quand vous êtes athlète de haut niveau, au quotidien, vous analysez des informations, vous prenez des décisions, vous négociez éventuellement, vous communiquez. Bref, en fait, je me suis rendu compte que tout ça, en fait, ce que j'avais l'impression de faire, qui était pour moi, on va dire, des routines, en fait, finalement, ce sont des compétences purement professionnelles que je vais pouvoir utiliser on va dire, dans mon futur secteur d'activité et qui sont aussi finalement des compétences qu'on retrouve, on va dire, un petit peu dans la vie de tous les jours. Donc c'est ça, en fait, que ça m'a permis de consolider, en fait. Et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Là, actuellement, on va dire que c'est en cours. Donc, on va dire ma reconversion, elle est vraiment bien amorcée. Maintenant, c'est un processus. Hein, j'ai envie de dire, j'en suis qu'au début. Mais en tout cas, ça se passe bien. En tout cas, je le vis bien. On m'avait suffisamment parlé d'athlètes de haut niveau qui vivaient mal leur fin de carrière. Moi, j'ai plutôt été active et actrice de ma démarche. Et en ça, c'est un premier point de satisfaction. Maintenant, je sais bien qu'à l'image de ma carrière à haut niveau, ça ne sera pas facile tous les jours. Mais en tout cas, j'ai envie d'y aller. Et vous avez identifié, grâce au passeport de compétences, des formations. Vous avez sollicité l'AFDAS. Exactement. Donc, autant pour mon projet professionnel, je savais vers quoi il fallait me diriger en termes de formation. Mais avec ce passeport de compétences, en fait, ça m'a permis d'affiner mes formations. Et une fois ces formations identifiées, justement, je me suis orientée vers l'AFDAS, où j'ai complété donc 2 dossiers qui vont être examinés. Mais en tout cas, j'ai utilisé comme ressource l'AFDAS. Merci beaucoup, Sandra. On vient d'écouter donc un retour d'expérience d'une sportive de haut niveau. Et lors des tables rondes, on a parlé notamment de la population prioritaire, les bénévoles. Jérôme, au niveau de la Fédération de badminton, qu'est-ce que vous pensez de la VAE? Bonjour tout le monde.
Alors, on en pense que du bien. Alors, dans un premier temps, parce que quand je suis arrivé à la fédération en 2011, je sortais d'une expérience en tant que cadre dans les services. Et j'étais dans le groupe national VAE du ministère, donc je travaillais déjà beaucoup là-dessus et je n'allais pas me renier complètement en changeant de fonction et en passant dans une fédération. Donc depuis, on a travaillé sur toutes les modalités pour accompagner et favoriser des parcours de VAE, que ce soit dans les titres donc en CQP, en DE, en DES, et on a des validations qui sont venues historiquement de tous ces diplômes-là. Et pour l'anecdote, le président de la fédération a lui-même obtenu un master en VAE il y a quelques années. Donc on est très enclin à favoriser le dispositif. Alors pour vous, la VAE, c'est un moyen, un outil complémentaire pour mener des personnes vers une qualification professionnelle? Oui, alors pour avoir travaillé pendant des années sur le dispositif, l'une des difficultés, c'est que c'était devenu une porte d'entrée quasiment unique sur la reconnaissance des parcours expérientiels des personnes. Donc ce que j'ai fait moi, c'est développer tout un tas d'outils pour valoriser d'autres choses que la validation des acquis. La validation des acquis, bien évidemment, ça a toujours été quelque chose qu'on a favorisé. Mais en plus, j'ai utilisé les concepts de la validation des acquis pour former, pour travailler avec les personnes qui construisaient des parcours de formation. Donc, par exemple, dans le cadre du positionnement pour les diplômes professionnels, pour qu'on ait un vrai parcours individualisé, qu'on puisse prendre en compte les profils divers et variés d'anciens bénévoles, mais de professionnels en activité qui veulent se reconvertir. Enfin, on avait un petit peu de tout. Et l'idée, c'est de se dire, on ne peut pas miser que sur la VAE, on a besoin d'avoir un panorama assez complet, un écosystème qui soit vraiment très centré sur l'utilisation de l'expérience et ce qu'on peut en faire derrière. Sandra, pour revenir sur les sportifs de niveau, si vous avez un message à faire passer, il faut utiliser cette VAE. Ça permet quand on est en fin de carrière ou quand on arrête, il y a des pertes de repères, vous l'avez dit. C'est vrai que quand vous êtes athlète de haut niveau, vous êtes à un certain degré d'expertise, on va dire, dans votre discipline. Donc, on va dire en termes de confiance, en termes de stabilité dans le quotidien, etc. J'ai envie de dire tout se passe relativement bien. Et c'est vrai que voilà, quand on va vers autre chose, il y a toujours cette phase d'instabilité qui génère, on va dire, qui pourrait générer une sorte de perte de confiance. Donc, c'est vrai que rebondir et en fait, moi, je suis ressortie d'un de mes rendez-vous là, et je me dis ah ouais, en fait, j'ai des compétences. Et donc voilà, c'est vrai que ça fait partie de cette notion de confiance qui est importante pour continuer d'évoluer et puis se structurer différemment vers d'autres projets professionnels. Jérôme ? Oui, pour compléter ce que je disais, dans ce cadre-là, pour les sportifs de haut niveau, par exemple, pour leur donner un accès aux professions réglementées, on a pris un autre parti. Et le parti qu'on a pris, c'est de mettre en place une formation totalement adaptée pour eux. Donc on a créé un DEGEPS pour les sportifs de haut niveau, qu'on pilote intégralement, avec une adaptabilité la plus conséquente possible. Et c'est une autre façon de prendre en compte les compétences et les profils. Alors, on a fait la même chose pour des profs d'EPS, qui ne peuvent pas toujours facilement rentrer en formation. On a créé un produit de formation spécifiquement pour eux, en reconnaissant par avance les compétences qui étaient ceux des profs d'EPS. Donc je me réjouis de revoir la VAE revenir au premier plan, parce que j'ai trouvé que c'était malheureusement un petit peu abandonné. Mais continuons de construire des dispositifs qui permettent de répondre à toutes les demandes, et j'espère qu'on va continuer d'avancer sur la reconnaissance et la prise en compte de l'expérience des personnes bénévoles ou professionnelles qui ont envie d'aller dans les métiers, dans le sport. Merci beaucoup Jérôme et Sandra, vous pouvez les applaudir. On a bien compris donc que la VAE peut être au service de l'insertion grâce et de la reconversion professionnelle.